Pour cette première histoire, je vais vous la faire à la première personne étant donné que c'est une abonnée qui m'a raconté son histoire. Salut, j'espère que tu vas bien. Alors déjà, merci de demander, oui moi ça va très bien, et vous, est-ce que vous allez bien? C'est quand même le plus important dans la vie. Je t'envoie mon histoire car tous mes amis en ont terriblement peur. Je m'appelle Lucie, j'ai 20 ans et je suis étudiante. Je suis là pour te parler de Rocky, le démon qui accompagne mon petit frère. Ils se sont rencontrés quand mon frère était dans une phase très compliquée et il n'allait pas très bien. Au début, il n'y avait que lui qui ressentait des choses. Il m'en parlait souvent, il se sentait observé, mais il me disait toujours que Rocky n'était ni méchant ni gentil. C'était un être neutre. Rocky aime beaucoup mon chien. Il s'appelle Oxo et mon chien l'aime tout autant. Il aboie tout seul dans mon jardin pendant des heures alors qu'il n'y a rien avec lui. La nuit, il fixe le fond de mon jardin, qui d'ailleurs est bien dans les ténèbres et secouant la queue de joie. Il joue tout seul en gros. Enfin voilà, Rocky a toujours veillé sur mon chien. Et je m'en suis rendu compte un soir où il y avait beaucoup d'orage et mon chien refusait de rentrer à la maison pour la nuit. Pendant la nuit, j'ai entendu un énorme bruit. Je me suis réveillé en sursaut. Et quand je regarde par la fenêtre, je vois que l'arbre juste à côté de la cabane de mon chien vient de se fendre en deux. Je cours à l'extérieur et je vois mon chien juste à quelques centimètres de l'énorme arbre au sol. Apeuré mais sain et sauf et sincèrement, il est passé à presque rien. Mais un jour, j'ai eu une réelle rencontre avec Rocky et j'ai rarement eu aussi peur. J'étais chez mes parents avec mon copain de l'époque. Nous étions tous les deux dans la maison et mon chien était dehors. Mon copain décide d'aller à la douche, mais moi je reste sur mon téléphone dans la chambre à l'étage. Il faut savoir que c'est une vieille maison, mais j'y vis depuis très longtemps, donc je reconnais les bruits qu'elle fait. Au bout d'un moment, j'écoute quelqu'un monter à l'étage. C'est des bruits de pas sur le parquet, donc c'est très bruyant. Ça marche dans le couloir en direction de ma chambre. Donc pour moi, dans ma tête, c'était mon copain qui était sorti de la douche. Sauf que j'écoute les pas aller dans la chambre de mon petit frère. Puis, plus rien pendant quelques secondes. Ensuite, j'écoute les pas ressortir de la chambre et s'arrêter devant ma porte. Donc j'étais terrifié. Je dis à voix haute: Danny, c'est pas drôle, arrête de me faire peur, en plus je sais que c'est toi. Mais pas de réponse au bout de quelques secondes de silence. J'écoute les pas repartir dans le couloir pour descendre. Donc là, je commence sérieusement à flipper. Quand là, j'entends le verrou de la porte de la salle de bain s'ouvrir. Ça veut dire que les bruits de pas très clairs et nets que j'avais entendus, ce n'était pas mon copain, puisqu'il venait de sortir de la salle de bain. Quand il arrive dans la chambre, je lui explique que j'ai entendu quelqu'un et que je veux qu'il aille voir. Il se moque de moi parce qu'il pense que j'ai halluciné, mais il y va quand même bien sûr et il n'y avait personne. Je me dis que c'est pas grave vu que maintenant il est là, donc j'ai beaucoup moins peur. Passe quelques minutes, et là on écoute les bruits de pas repartir dans le couloir et retourner dans la chambre de mon frère. Donc je regarde mon copain et je lui demande s'il a entendu. Il me dit qu'il a bien entendu. Il se lève et il va dans le couloir. Puis il va dans la chambre de mon petit frère et il revient dans la chambre, mais il me dit qu'il n'y a personne du tout. J'envoie un message à mon frère. Il était en vacances avec le reste de la famille. Je lui demande alors si Rocky est avec lui. Au début, c'est pour rire, mais surtout pour me rassurer. Jusqu'à ce qu'il me réponde que non, Rocky n'est pas avec lui. De mon côté, je ne saurais pas expliquer les bruits de pas, mais Rocky est très bruyant. Et d'ailleurs, j'ai une autre histoire par rapport à lui. Rocky a toujours dit que la meilleure amie de mon frère allait sentir sa présence un jour. Et évidemment, vient ce jour. Mon frère et elle sont seuls dans le noir sur une table de ping-pong. Tout se passe bien quand mon frère a un frisson qui lui parcourt tout le dos. Il demande à Lisa si elle sent Rocky. Car lui, il sait que Rocky est pas loin d'eux en train de les observer. Ils sont face à face et mon frère lui demande où est-ce qu'elle le ressent. Et là, elle lui a montré l'endroit exact où il était. Voilà, j'espère que mes histoires t'auront plu et qu'elles te seront utiles. Continue ce que tu fais, c'est super. Prends bien soin de toi. Merci, ça fait très plaisir. Prends soin de toi et de ta famille également. Est-ce qu'elles m'ont plu? Moi, oui. Est-ce que vous, les abonnés, ça vous a plu? Je pense que oui. Mais bon, je suis pas dans votre tête, donc ça, pour me le dire, faudra me le dire en commentaire ou en DM Insta. Je peux pas deviner. En tout cas, un grand merci de nous avoir raconté ça et on va passer à la seconde histoire. Ok, et bien partons pour une deuxième histoire qui est donc celle d'une abonnée. Allez, je vous lis ça tranquillement. Bonjour Arzil et Delcor, mon nom est Charlotte. Alors oui, cette histoire elle a été envoyée à Arzil et moi en DM Insta. D'ailleurs, si jamais tu veux des threads d'horreur avec une voix féminine, n'hésite pas à aller voir la chaîne d'Arzil. J'ai découvert vos comptes YouTube très récemment et je tenais à vous écrire car je n'ai encore jamais raconté ouvertement cette histoire. Je vous écris pour vous raconter une histoire d'horreur qui m'est arrivée parmi tant d'autres. J'avais 15 ans et il faut d'abord savoir qu'à cette époque je consommais régulièrement la petite feuille verte. Un détail qui va avoir de l'importance plus tard dans l'histoire. Ça faisait 2 ans qu'on avait déménagé au Québec. Nous étions partis de la rive sud où nous avions toujours vécu. Donc c'était un environnement où il y avait des boisés partout dans la ville, c'était littéralement que des arbres et des ruisseaux. Nous habitions dans un petit quartier tranquille à une vingtaine de minutes du village à pied.
J'avais l'habitude de toujours revenir chez moi à pied et mon couvre-feu était à 23h30. Je revenais d'une soirée avec des amis où nous avions comme à notre habitude consommé les petites substances. Comme je vous l'ai dit plus tôt, j'ai vécu plusieurs péripéties auparavant. Donc j'ai toujours été craintive à marcher tard le soir dans le noir de la nuit. J'étais sur ma rue, j'habitais au bout de cette longue rue. Et j'ai eu ce sentiment étrange que quelque chose n'allait pas. Au début, je me disais que c'était parce que j'avais trop fumé et que j'étais fatigué. Donc je me faisais des peurs, alors pour me rassurer, j'ai ouvert mon téléphone et ouvert le contact de mon père, prêt à appuyer sur le bouton d'appel s'il y avait quelque chose, car je savais qu'il était à la maison et ne dormait jamais dans un sommeil profond tant que je ne revenais pas à la maison. J'étais à la moitié de la rue, à 4 pâtés de maison de chez moi, lorsque j'ai vu au loin une silhouette apparaître. Je trouvais ça étrange, surtout à l'heure qu'il était. Et il faut savoir que je demeure dans un quartier plutôt tranquille. Je n'avais encore croisé personne sur cette rue et je faisais ce chemin très fréquemment. Le sentiment que quelque chose n'allait pas s'amplifiait en moi. Un mélange de peur et d'angoisse. La silhouette marchait vers moi, du même côté de la rue. J'essayais de me convaincre que c'est ma tête qui me jouait des tours et que c'était quelqu'un qui faisait simplement une petite marche nocturne. Mais pour essayer de me calmer, ce sentiment qui amplifiait, j'ai décidé de changer de côté de rue. Comme ça, nous n'allions pas passer côte à côte. Cependant, lorsque j'ai changé de côté, j'ai remarqué que la silhouette tenait dans sa main un objet qui ressemblait à un bâton, comme un bâton de baseball. Et le truc, c'est que cette silhouette a aussi traversé. Je me suis dit, non là c'est pas normal. J'ai alors décidé d'écouter cette voix dans ma tête qui m'a dit que je devais fuir. Mais je ne pouvais pas partir en courant. C'était le seul chemin que je pouvais prendre pour arriver chez moi. Et surtout, je ne voulais pas lui montrer que j'avais peur. J'ai donc décidé de tourner sur la même rue à ma droite, faire comme si c'était mon chemin. En tournant, j'ai retourné un peu la tête pour voir ce que la silhouette faisait. Car oui, à ce moment-là, je ne pouvais pas encore dire si c'était un homme ou une femme. Et j'ai pu remarquer que la silhouette avait commencé à accélérer le pas, pratiquement une sorte de course. Et j'ai donc tourné rapidement dans une entrée où il y avait 3 voitures. Je me suis accroupi derrière l'une d'elles, celle qui était près d'un boisé, en me disant que les arbres aussi allaient me cacher. Mais j'entendais ses pas se rapprocher. J'avais qu'une envie, c'était d'appeler mon père pour qu'il vienne me chercher. Mais je me disais que si j'allumais mon téléphone, la personne allait voir la lumière, puisque c'était l'obscurité totale. Et de plus, cette personne allait m'entendre au téléphone. Je me suis donc dit que j'allais regarder discrètement entre les 2 voitures, voir si je pouvais apercevoir la personne, étant donné que je n'entendais plus rien. Mon cœur battait vraiment fort. Lorsque je me suis retourné, toujours accroupi, je vois directement des jambes face à moi. Je lève les yeux et je vois cette vieille dame, bâton à la main et un sourire le plus apeurant que j'ai vu. C'était vraiment à glacer le sang. Elle m'agrippe le bras, ce qui m'a fait lever d'un coup. Elle me dit « Tu te caches? Tu fais bien. Tu as vu ce gros chien jaune ? Tu es venu te réfugier chez moi ?» À ce moment-là, il n'y a aucun mot qui est sorti de ma bouche. Je me disais que c'était pas possible. Qu'est-ce qu'elle allait me faire? Est-ce qu'elle habitait réellement ici? J'ai alors eu le réflexe de maintenir le bouton de mon téléphone qui activait Siri. J'ai alors dit « Oh, je veux simplement appeler papa ». Et ma technique fonctionna vu que ça appela directement mon père. Quand j'ai entendu sa voix, j'ai fait comme si c'était un appel entrant. J'ai donc dit à mon père « Salut papa, je suis à 2 rues de la maison. Je me suis blessé, est-ce que tu peux venir me chercher ?» La dame me tenait toujours le bras, en me regardant de la tête aux pieds, toujours avec ce sourire. Mon père, ne sachant pas la réelle raison de mon appel, m'a dit qu'il venait et raccrocha. Cette vieille dame m'a dit alors « C'est le chien jaune qui t'a fait mal. Tu ne devrais pas retourner chez toi. Je suis la seule qui peut t'aider. Viens à l'intérieur, je vais prendre soin de toi. » Là, elle m'a lâché le bras et je lui ai dit que mon père était déjà là. Mais merci. Je la vois monter sur le balcon de cette maison et continuer à me regarder. Je me suis donc dépêché de sortir de cette cour et me diriger dans la rue. Là, je l'ai entendu me dire « On se reverra, je reviendrai te voir ». J'ai tourné la tête et j'ai vu la vieille dame entrer à l'intérieur de cette maison. Ce qui m'a plus ou moins confirmé que c'était bel et bien sa maison. J'ai essayé de me rassurer en me disant que finalement peut-être qu'elle ne me suivait pas et que c'était seulement dans ma tête. Mais il faut se rappeler qu'à ce moment-là, j'avais fumé plus tôt dans la journée. Mon père était au coin de la rue et m'attendait. Quand je suis rentré dans sa voiture, il m'a demandé pourquoi je revenais de cette rue. Et surtout, pourquoi je n'avais pas l'air blessé. Je lui explique la situation, mais mon père savait que je fumais. Donc il n'y a pas cru. J'avais quasiment honte de moi et surtout de lui raconter cette histoire. Les jours et même les semaines suivant cet événement, ma famille me taquinait à ce propos en appelant la vieille dame que j'avais vue la sorcière. Je riais avec eux car je commençais à me convaincre que tout ça était vraiment dans ma tête. Maintenant, je dois vous préciser que mon père est directeur incendie, donc il va sur les lieux d'un incendie et guide les pompiers dans leurs interventions. Quelques mois plus tard après l'événement que je vous ai raconté, eh bien je me préparais dans ma chambre pour aller en cours. Et mon père est entré dans ma chambre. Il s'est assis sur mon lit et je trouvais ça étrange car il avait passé la nuit sur un incendie. Et habituellement, il allait se reposer en revenant. Il m'a regardé en silence et j'ai remarqué quelque chose de bizarre dans son regard. Je lui ai demandé s'il allait bien. Il m'a alors dit «
Cette nuit, l'appel était à une maison sur la rue où j'ai été te chercher le soir où tu as vu la sorcière. Je suis restée silencieuse et j'ai baissé la tête. Il a poursuivi. J'aurais dû te croire cette soirée-là. C'était chez elle cette nuit que nous étions. La dame est connue par les services hospitaliers et policiers car elle a un trouble psychologique. Un policier m'en a parlé lorsque j'ai fait une blague à propos de ton expérience. Ce policier m'a interrompu en me disant que j'avais eu de la chance que rien ne m'arrive cette soirée-là. Il m'a dit que cette femme était vraiment dérangée psychologiquement. C'est elle qui avait mis le feu à sa maison. Apparemment, une voix lui avait dit de faire ça pour sauver la ville. Une ambulance l'a alors embarqué pour l'amener dans un centre psychiatrique. J'ai ressenti un mélange d'émotions suite à ce que mon père m'avait dit. J'étais rassuré de savoir que j'avais rien imaginé. Mais d'un autre côté, j'étais pas rassuré de savoir que cette histoire aurait probablement pu mal finir. J'ai regardé mon père et il avait l'air vraiment mal de ne pas m'avoir cru cette soirée-là. Je lui ai alors sauté dans les bras car au final, cette dame-là n'était plus là. Suite à ça, j'ai arrêté de marcher tard la nuit toute seule. Aujourd'hui, j'ai 25 ans et j'ai cette angoisse le soir, même quand je suis chez moi. Récemment, une nouvelle histoire a commencé et je sens qu'elle me hantera pendant des années. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette deuxième histoire. Effectivement, là on a le problème d'une personne qui est malade psychologiquement et qui n'est pas forcément suivie pour ça. Donc c'est dommage de tous les côtés franchement. Il s'est passé des choses assez folles quand même, elle a brûlé sa maison. Et là, notre abonné aurait pu être agressé par cette dame. Voilà, c'est assez fou, en tout cas on t'envoie un maximum de force. Et nous, maintenant on va passer à la troisième histoire. Alors, pour ce thread d'horreur, eh bien c'est un thread d'horreur que j'ai trouvé sur Reddit. Allez, je vais vous lire ça tout de suite. Bonjour à tous. Alors, cette histoire date, donc les souvenirs sont un petit peu flous. J'étais une petite fille âgée de 2 ans environ. J'habitais dans une grande ville et dans un quartier plutôt tranquille. Ma mère allait bientôt reprendre le travail après un congé maternité. Et mon père travaillait comme boucher dans une grande surface. Il était impératif pour mes parents de trouver une nounou pour me garder durant la semaine. Ma mère en a donc trouvé une. Celle-ci s'appelait Martine. Elle avait entre 50 et 60 ans. Elle habitait une grande maison située à quelques rues de chez moi, ce qui était idéal puisque ma mère n'avait pas le permis. Et elle allait en bus jusqu'à son travail. Donc elle n'avait pas besoin de faire de détour pour me déposer le matin. Cette dame avait fait très bonne impression à ma mère. Elle paraissait douce et gentille. Et elle gardait sa petite fille toute la semaine pendant que ses parents travaillaient. Ma mère s'était donc dit que je pourrais jouer avec une autre enfant et étant une enfant très timide, cela permettrait que je me sociabilise un petit peu. Sauf que les apparences étaient trompeuses. Il s'avérait que j'adorais les Barbies et j'en avais des caisses entières. Ma mère avait donc amené l'une de ces caisses chez Martine. Mes souvenirs sont vagues mais je me rappelle du double jeu que cette femme jouait. D'ailleurs je préfère le dire mais pour cette histoire il y a les souvenirs de la fille et sûrement de sa mère. Puisque de mes 2 ans je pense que j'ai pas énormément de souvenirs. En même temps j'ai pas vécu de trucs traumatisants. Allez on reprend directement. Quand ma mère me déposait, elle jouait le rôle de la gentille grand-mère contente de me voir, disant qu'on allait faire telle activité aujourd'hui avec un sourire aux lèvres. Mais dès que ma mère passait le pas de la porte, son visage changeait. Elle ne m'adressait pas la parole. Elle déposait la caisse de Barbie dans un coin de sa grande entrée, puis elle me disait d'aller jouer. Je m'asseyais donc sur le carrelage froid et commençais à jouer. Puis elle partait dans son salon salle à manger et éteignait la lumière de l'entrée où je me trouvais. Pas parce qu'il y avait des fenêtres et donc qu'il faisait assez jour, non. Son entrée n'avait aucune fenêtre. Il faisait donc noir, peu importe le moment de la journée. La seule source de lumière provenait de la vitre sur sa porte d'entrée et du salon salle à manger qui avait des portes vitrées donnant sur le jardin. Je jouais donc dans le noir presque complet. J'avais interdiction d'aller dans le salon à part au moment du déjeuner. J'avais interdiction de jouer ou même de m'approcher de sa petite fille. En gros, je devais juste rester dans mon entrée, dans le noir et dans le silence. Lors du déjeuner, elle ne me servait à manger que des conserves. Je me rappelle que sa petite fille avait le droit à des desserts, des plats concoctés par sa grand-mère faits avec amour. Moi, je n'avais pas le droit à un dessert car j'étais déjà trop grosse. Comme je le disais, mes souvenirs sont vagues. Mais je me rappelle clairement qu'ils ne m'aimaient pas, son mari et elle. Lorsque j'étais à table, ils jouaient et parlaient avec leur petite fille. Ils rigolaient, mais moi, ils ne me parlaient pas. Et s'ils le faisaient, c'était pour dire à quel point j'étais moche, comparé à leur petite fille adorée. À quel point j'étais bête et que je ne servais à rien, que j'étais vraiment une plaie. Quand je me mettais à pleurer, elle se mettait à me crier dessus, puis elle m'enfermait dans son cagibi dans le noir pendant ce qui me paraissait des heures. Ensuite, lorsque nous allions nous promener, ce n'étaient pas des promenades au parc, en ville ou dans une aire de jeu. Non, la seule promenade que je faisais avec elle consistait à aller au cimetière. Le pire, c'est qu'elle n'avait aucun proche dans ce cimetière. Juste, elle trouvait pertinent de m'emmener moi, une gamine d'environ 2 ans, visiter un cimetière. Elle me montrait les différentes tombes, piquait des fleurs sur certaines,
Et quand je lui posais des questions, puisque vous imaginez bien qu'une enfant de 2 ans ne comprend rien à la mort, elle me répondait que si je mourais, c'était là que j'irais, qu'en dessous de ces dalles de béton, il y avait des corps, et que quand je m'y retrouverais, je finirais par me faire manger par les vers. Bien sûr, ça me terrorisait. Un jour, lors d'une promenade au cimetière, elle n'avait pas vu l'heure. Et nous sommes restés enfermés dans celui-ci pendant 1h30 jusqu'à ce que le gardien revienne de sa pause déjeuner. En fait, avec le recul, je m'aperçois qu'elle était très maligne, car elle me faisait subir des choses qu'elle pouvait toujours justifier. Par exemple, elle n'a pas eu de dessert car elle n'a pas voulu manger son plat. Non, elle n'a pas eu le droit d'aller jouer dehors car elle a fait une bêtise. Vous voyez le genre. Mais à force, ma mère a fini par remarquer quelque chose. Déjà, chaque matin, je pleurais quand elle me déposait chez Tata Martine. Car oui, elle insistait pour que je l'appelle Tata. Quand on passait le week-end devant sa maison, je me mettais à paniquer en demandant à ma mère plusieurs fois si j'allais chez Tata. Ma mère a donc senti que quelque chose n'allait pas. Et elle a commencé à m'interroger. Et je me suis mise avec des mots d'enfant, bien sûr, à lui dire des choses comme « Dès que tu pars, Tata, éteins la lumière et je joue à la Barbie dans le noir ». Ma mère l'a donc confrontée. Elle lui a dit de soit me trouver un autre endroit où jouer, soit de laisser la lumière dans l'entrée. Je me rappelle de ce jour-là. Martine a dit oui avec un grand sourire. Mais dès que ma mère est partie, elle s'est tournée vers moi. Elle a pris une de mes Barbies que j'avais dans la main et elle lui a arraché la tête. Puis elle m'a regardé avec un sourire en coin et m'a dit « Si tu ne veux pas que toutes tes Barbies soient sans tête, tu ferais mieux de ne plus rien dire à ta maman. » Je me suis mise à pleurer et elle est partie dans son salon en prenant soin d'éteindre la lumière. Je l'ai dit à ma mère. Celle-ci l'a confrontée une nouvelle fois, mais Martine lui a dit que j'avais cassé moi-même la Barbie. Sauf que plus le temps passait, plus je parlais à ma mère des visites au cimetière. Je lui ai dit qu'elle était méchante, etc. Ma mère a plusieurs fois confronté Martine et elle a même haussé le ton. Mais celle-ci jouait tellement bien son rôle du style « Mais je ne comprends pas, je m'occupe d'elle comme de ma petite fille. C'est une enfant, il ne faut pas la croire aux mots. » Mais plus je répétais des choses à ma mère, plus Martine et son mari se vengeaient. Ils me privaient de goûter, cassaient mes Barbies. Ils faisaient exprès de tous manger du gâteau par exemple. Et ils me forçaient à les regarder manger alors que moi je n'avais pas le droit à une part. Malgré tout ça, ma mère s'est vite rendue compte que quelque chose n'allait vraiment pas. Je faisais des crises d'angoisse chaque fois que je passais devant sa maison ou qu'elle devait m'emmener chez elle. Je suppliais littéralement ma mère et mon père de ne pas y retourner. Ma mère a donc fini par me retirer de chez elle, malgré la situation compliquée puisqu'il n'y avait aucun moyen de me faire garder ailleurs. À vrai dire, je ne me souviens plus de comment ils ont fait. Mais je n'ai plus jamais eu de nounou et n'ai plus jamais revu Martine ou son mari. Je suis tout de même resté traumatisé très longtemps. Encore aujourd'hui, à l'âge de 27 ans, je me souviens encore du visage de cette Martine et de celui de son mari. Et voilà, c'est ainsi que se termine ce thread d'horreur. Alors vous savez, il y a un truc qui s'appelle Martine va à la plage, Martine fait nanani, Martine fait ça. Et bah j'espère que dans celui de Martine fait du babysitting, ça se passe pas comme ça. Parce que là, clairement, cette Martine, elle est vraiment horrible. Elle et son mari d'ailleurs. J'aurais vraiment pas voulu avoir une nounou comme ça. L'histoire est vraiment folle, je sais pas ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas un petit pouce bleu et un abonnement, ça aide toujours. Un petit commentaire, c'est bonus et le petit Insta. Pour le contexte, j'avais 12 ans quand cela m'est arrivé. Mon père m'emmenait souvent à l'épicerie, attendait dans le parking et me faisait faire les courses pour que je construise mon indépendance. C'est pourquoi j'étais seul au moment de l'incident. Quoi qu'il en soit, le jour où c'est arrivé, je suis entré dans le magasin comme d'habitude, parcourant les allées et déposant parfois des articles dans mon panier. Tout était normal jusqu'à ce que je remarque qu'un homme me suivait dans tout le magasin. Ça n'aurait pas dû être trop paniquant. Mais pour moi, en tant qu'enfant sans téléphone portable et sans moyen de contacter mes parents, c'est devenu beaucoup plus effrayant que je suppose que cela aurait été pour un adulte. L'homme a confirmé mes soupçons lorsque j'ai fait le tour de la même allée 3 fois et qu'il était juste derrière moi à chaque fois. Comme il se faisait tard, beaucoup de clients avaient commencé à quitter le magasin avec leurs achats. Le magasin est lentement devenu plus désolé et ma peur est montée en flèche. Désespéré de rejoindre mon père et de m'éloigner de cet homme, je me suis précipité à la caisse. J'aurais dû le préciser, mais je voulais désespérément prouver à mon père que je n'étais pas une poule mouillée. Tenir bon et faire les courses pour lesquelles je suis venu. Je suis allé à la caisse et j'ai commencé à scanner, essayant de garder mon sang-froid. J'avais commencé à me convaincre que j'exagérais et que l'homme ne me suivait pas et que j'étais juste paranoïaque quand l'homme s'est approché de moi. Salut! Et je n'ai pas pu m'empêcher de me demander pourquoi une si jeune fille comme toi est seule ici. Tu dois être une fille courageuse. En fait, Honnêtement, je n'arrivais plus à parler. J'étais tellement terrifié que j'ai failli m'énerver. Je ne suis pas seul ici, mon père est ici. Ah bon? Je ne l'ai pas vu avec toi. Oh si, il est au rayon hygiène.
Ouais, j'étais vraiment nul pour mentir. L'homme s'est alors accroupi et il s'est mis à hauteur de mes yeux pour me dire « Je vais payer tes courses et je te ramènerai à la maison. T'en penses quoi ?» Heureusement, à ce moment-là, des sonnettes d'alarme se sont déclenchées dans ma tête. Tout ce que ma mère m'avait dit dans la tête était de ne pas parler à des étrangers. Non merci, je dois faire vite et je peux payer mes courses. Tout au long de la conversation, je scannais rapidement les courses aussi vite que possible. J'ai fini et j'étais sur le point de payer les courses lorsque l'homme m'a souri malicieusement. Il a écarté ma main et il a dit « Mais pas de problème ma petite chérie, je payerai ». Et là, il a directement mis sa carte dans la machine. Il a accepté le paiement et il a pris ma main avec les courses. Maintenant, allons-y. À la seconde où sa main froide et osseuse a pris la mienne, mon instinct s'est déclenché. J'ai commencé à crier à tue-tête et j'ai couru aussi vite que possible jusqu'à la voiture de mon père. Il a ouvert la porte, éteint sa cigarette et il a commencé à me demander ce qui s'était passé. À ce moment-là, je sanglotais et des larmes coulaient sur mes joues alors que je lui racontais mon histoire. Quelques minutes plus tard, nous sommes sortis du parking et sommes rentrés chez nous. À ce jour, je n'ai aucune idée de pourquoi l'homme ne m'a pas poursuivi quand j'ai couru. S'il l'avait fait, il m'aurait rattrapé sans doute. Voilà, c'est ainsi que se termine ce premier thread d'horreur. Bon, bah là on peut se le dire, elle était à 2 doigts d'un enlèvement, hein. Il a payé les courses et il agissait un petit peu comme si c'était sa fille, histoire que ça paraisse normal qu'il soit avec elle. Mais non, pas du tout, c'est pas du tout son père. Et pourquoi il l'a pas suivi en courant? Bah peut-être qu'il y avait des caméras de sécurité et il voulait pas se faire gauler. Je pense que c'est cette solution-là. Allez, on passe au prochain thread d'horreur. Alors pour ce deuxième thread d'horreur, eh bah c'est la même formule. Je vous lis ça tranquillement. Je me présente, je m'appelle Rose, je suis une fille et je suis mineure. Il m'est arrivé un truc de malade. En gros, aujourd'hui, avec ma mère, c'était une journée normale. Tout commençait bien, tranquille. Avec ma mère, on a un chien et on a l'habitude de se répartir ses promenades une fois chacune. Et arrivé le soir, eh bien c'était à moi de le promener. J'ai pas forcément peur de base, car c'est un petit village où il y a que des vieux et très peu de jeunes. Donc je sors de chez moi et je commence à promener mon chien dans ma rue. Comme tout le temps, je suis dans une rue basse avec une église. Et juste au-dessus, il y a une autre rue. D'un coup, mon chien a commencé à contracter les muscles, à s'arrêter et surtout à montrer les crocs. Chose qu'il ne fait jamais. C'est une crème ce chien. Du coup, je regarde là où il fixe et je vois un mec avec un sweatshirt blanc en train de se faire kidnapper par des mecs habillés en noir. Ils étaient 2 et ont forcé le mec en blanc à rentrer dans la voiture. Mais ils ont vu que j'étais là. Et surtout que j'avais assisté à cette scène. Ils n'ont pas cherché à m'intimider, ils sont rentrés dans la voiture et ont continué leur route. Donc je monte dans la rue au-dessus complètement choqué. Et puis leur voiture passe, s'arrête au parc juste sur le trottoir d'en face. Je les vois dire un truc au mec et ils faisaient des gestes menaçants de la main. La voiture redémarre mais repart en sens inverse. J'ai eu un déclic. Je me suis dit que si je continuais le chemin où j'étais, ils allaient nous kidnapper, mon chien et moi. Alors j'ai fait demi-tour aussi. Je les ai vus redescendre dans la rue où j'habite. Alors j'ai continué sur la rue du dessus. Je les croise encore. Mais surtout, je croise le regard totalement terrifié du mec. Il avait l'air tellement apeuré que j'ai cru faire un malaise en le voyant. Et cette fois, j'ai encore fait demi-tour. Dès que j'ai été hors de leur champ de vision, j'ai pris un chemin avec des escaliers, là où leurs voitures ne peuvent pas passer. Quand je suis retourné dans ma rue, j'ai couru ultra vite jusqu'à chez moi. Mais en fait, mon appart est accessible seulement avec 3 portes. Il y a un portail, puis ensuite on monte une série de petites marches. Là on arrive sur une deuxième porte qui donne sur l'intérieur du bâtiment. Quand on franchit cette porte, on tombe nez à nez avec l'appart de ma voisine. Ensuite on monte un dernier escalier et enfin c'est mon appartement. Mais revenons un tout petit peu en arrière. Quand je suis arrivé à mon portail, j'ai pas cherché à monter de suite. J'ai surtout cherché à me cacher. Je me suis mis à terre derrière mon portail et j'ai attendu 1 à 2 minutes avec ma mère au téléphone. Quand j'ai été sûr qu'il n'était plus dans la rue, j'ai vite monté les marches des escaliers, entré dans la deuxième porte et j'ai direct tracé à mon appart. J'ai fermé à clé et j'ai commencé à trembler. C'est juste un truc de dingue. Le village est vraiment ultra petit. Il y a quasiment que des personnes âgées dedans. Il y a vraiment pas de quoi s'inquiéter normalement. Et surtout, maintenant j'ai cette profonde culpabilité de ne pas avoir eu le réflexe de prendre des photos de la voiture ou du mec kidnappé. J'ai l'impression d'avoir tout fait de travers. Et honnêtement, je pense que je dois ma vie à mon chien. Ça s'est passé aujourd'hui à 21 h dans ces eaux-là. Et tout ce que je sais, c'est que maintenant, je ne suis plus en sécurité. J'ai ultra peur pour le mec, mais aussi pour moi. Je veux pas paraître égoïste, mais j'ai juste peur de me faire enlever parce que j'étais au mauvais endroit, au mauvais moment. Alors ouais, histoire vraiment très compliquée. Là, dites-vous bien, quand la personne écrit, ça s'est passé il y a très peu de temps. Le gars s'est fait enlever sous ses yeux il y a quelques heures. J'ai pas de nouvelles, d'ailleurs j'espère que cette fille va bien.
Et pareil pour le gars dans la voiture, bah lui aussi j'espère qu'il va bien, même si bon bah lui il s'est fait enlever. Hein. Pour le coup je sais pas si ça a été signalé à la police, en tout cas bah j'espère que oui. Mais ouais, attention, même dans un petit village il peut se passer des trucs de fou. Bon comme je le dis toujours, hein, soyez pas parano non plus, mais faites attention. Allez, on passe au troisième thread d'horreur. Alors pour ce troisième thread d'horreur, bah déjà faut regarder que t'aies bien mis le pouce bleu. Ah oui, tant qu'à faire. T'en as déjà vu 2, t'es en train de kiffer et tout, donc vas-y, hésite pas. Et si t'es pas abonné, bah n'hésite pas à le faire. Allez, je te raconte tout ça. Il y a environ 3 semaines, j'ai pris connaissance de lettres particulières livrées à ma porte par un expéditeur non identifié. La première lettre contenait des photographies de moi à l'intérieur de ma propre maison. Après un examen plus approfondi, il est devenu évident que ces photos avaient été prises de l'extérieur de mes fenêtres, comme en témoignent les empreintes de pas boueuses et la saleté perturbée entourant la zone. Naturellement, j'étais extrêmement alarmé et j'ai rapidement contacté la police. Malheureusement, comme il n'y a eu aucun incident antérieur pour leur fournir des pistes, ils ont rejeté mes préoccupations et m'ont qualifié de foufou. Malgré la mise en place de caméras de surveillance dans les jours suivants, j'ai découvert que j'étais toujours photographié, mais le coupable restait invisible sur les images. Curieusement, l'agresseur semble être au courant de mes actions, car le lendemain du repositionnement des caméras pour capturer leur présence, j'ai reçu une autre lettre. Cette fois, la lettre contenait non seulement des photos de moi en train de dormir, mais aussi une note effrayante. La note disait « Bonjour Jason, il faudra beaucoup plus d'efforts pour me localiser. Et croyez-moi, si vous connaissiez mon identité, vous ne voudriez pas me trouver. Je possède une connaissance intime de vous. Jason, je vous ai observé depuis un certain temps maintenant. Je suis conscient des transgressions que vous avez commises et je détiens le pouvoir de vous détruire. Sans hésitation, je me suis immédiatement rendu au poste de police local et j'ai remis la lettre. Cependant, à ce stade, je leur avais déjà rendu visite à plusieurs reprises et il était clair qu'ils avaient une opinion négative me concernant. Ils ont rejeté cette note en disant que c'était rien qu'une farce. Ils soupçonnaient que je cherchais à attirer leur attention, puisque selon eux, l'écriture sur la lettre ressemblait vaguement à la mienne. De plus, ils m'ont assuré que le quartier dans lequel je résidais était parfaitement sûr, avec l'un des taux de criminalité les plus bas au monde. Par conséquent, ils ont conclu que celui qui était derrière ces actions était probablement inoffensif. En pensant à leur renvoi, je suis rentré chez moi en tentant de me convaincre que cette personne n'avait aucune connaissance réelle de moi et qu'il ne s'agissait que d'une farce cruelle orchestrée par un enfant espiègle du quartier. Néanmoins, j'étais toujours un petit peu paranoïaque et mes yeux étaient constamment élancés vers la fenêtre de ma chambre, même si les rideaux étaient tirés. Finalement, l'épuisement a pris le dessus et je me suis endormi. Mais ce qui m'attendait le lendemain matin m'a terriblement effrayé. Comme c'était mon habitude, au réveil, j'ai procédé à vérifier la porte d'entrée pour tout courrier. Et à ma grande surprise, j'ai découvert un petit paquet qui m'était adressé. En l'amenant à l'intérieur, je l'ai déchiré avec impatience, seulement pour trouver une collection de photos recouvrant les 5 dernières années de ma vie. Alors que j'examinais les photos, mon inquiétude initiale s'est transformée en pure horreur. Parmi les images, il y avait des représentations de moi dans des situations compromettantes, comme être nu ou faire vous savez quoi avec mon ex-petite amie Jane. Les photographies étaient accompagnées de screenshots imprimés de messages textes qui ont été photoshopés m'incriminant. À côté de ce petit paquet de documents pénibles, se trouvait un autre paquet, plus petit, bien emballé. Il comprenait une note et une adresse. La note indiquait « Livrez ce colis à l'adresse indiquée. Sinon, j'exposerai ces photos à votre famille, à vos amis et à toute la ville, révélant à quel point vous êtes vraiment une personne honteuse. » Tremblant de peur, j'ai ramassé le plus petit paquet qui était doux, humide et plutôt spongieux. Anxieusement, je me dirigeais vers ma voiture et j'ai conduit jusqu'à l'adresse indiquée. Après un voyage de 2 heures, je suis arrivé dans un village isolé situé au bord d'une rivière et j'ai attendu à l'endroit indiqué. Environ 20 minutes se sont écoulées avant que je repère une silhouette imposante s'approchant de mon véhicule. En baissant la vitre, j'ai remis le paquet à l'individu qui a grogné en signe de reconnaissance avant de s'éloigner. Par la suite, j'ai commencé à recevoir un nombre croissant de colis, chacun plus gros que le précédent. Chaque colis m'obligeait à le déposer au même endroit et à le remettre au même homme. Cela a continué pendant environ 1 semaine avant de cesser brusquement. Et j'ai attendu avec impatience l'arrivée du prochain colis, mais il n'est jamais venu. Un sentiment de soulagement m'a submergé et j'ai décidé de prendre un jour de congé pour célébrer ce répit. Tout au long de la journée, j'ai feuilleté sans réfléchir différentes chaînes de télévision jusqu'à ce qu'une émission d'information retienne mon attention. Le lieu de tournage me semblait vaguement familier, mais ma curiosité s'est rapidement transformée en horreur en lisant le titre. Le corps d'une femme de 20 ans, identifiée comme étant Jane Austen, retrouvée démembrée dans une rivière à Rocheport dans le Missouri. Et voilà.
C'est ainsi que se termine ce thread d'horreur. En gros, il se pourrait bien que notre petit gars là vient de transporter le corps de son ex-petite amie. Autant vous dire que là c'est un thread d'horreur niveau next level quoi. Sachant qu'en plus maintenant il est complice du truc. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère que ces 3 threads d'horreur vous ont fait plaisir. Si c'est le cas, tu connais, un petit pouce bleu, un abonnement. Allez, prends-toi un petit truc à boire et installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, eh bien c'est celle de Daisy. Mais quoi de mieux que de vous la raconter à la première personne, histoire d'avoir tous les sentiments que cette personne voulait nous transmettre. Allez, on commence de suite. Pour commencer et découvrir cette histoire, enfin l'histoire de ma vie, je vais vous raconter un peu tout ce qui s'est passé dans les grandes lignes avant et après cette histoire. Tout d'abord, malheureusement, mes parents ne sont pas mes vrais parents. J'ai été adopté quand j'avais 2 ou 3 mois, je m'en souviens plus trop. J'étais bien trop jeune à l'époque. Mais je les ai toujours considérés comme mes parents. Ils ont toujours pris soin de moi. Ils m'ont toujours bien nourri, même peut-être un petit peu trop. Mais perso, j'aime les gâteaux comme dessert, donc quand on m'en propose un, j'hésite pas trop. Mes parents sont en quelque sorte tout pour moi. Oui, j'ai des amis, mais je ne les vois pas tout le temps, et puis, ce n'est pas pareil que la famille, pas vrai? Quand je suis triste ou quand je suis contente, généralement, un de mes parents est toujours dans les alentours pour s'en apercevoir. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le préciser, mais j'ai une assez grande maison et un assez grand jardin. Il y a même une piscine. Tout se passe vraiment très bien. Puis quelques années ont passé. Et j'ai rencontré l'amour de ma vie. Ensemble, tout est allé très vite et je suis tombé enceinte. Certes, pour certains, tout ça peut paraître très soudain, mais c'est l'amour et vous comprendrez à la fin de l'histoire. Quand mes parents l'ont appris, ils n'étaient vraiment pas très contents et ils en discutaient tout le temps. Ils se disputaient constamment à ce sujet. Moi, cela me rendait vraiment triste et ça me faisait vraiment mal au cœur de les voir se déchirer. Puis les disputes se sont intensifiées et tout a éclaté dans ma famille. Ma mère et mon père se sont séparés. Et moi, dans tout ça, j'étais au milieu. Maintenant, ils se disputaient même pour savoir qui allait me garder. Après quelques semaines, ils ont décidé que j'allais alterner une semaine chez mon père et une semaine chez ma mère. D'un côté, j'étais contente, mais d'un autre côté, ça me rendait triste de ne plus voir mes parents ensemble. Puis ma grossesse a commencé à arriver à terme. J'ai eu 2 petits bouts, une fille et un garçon. Quand je les ai vus pour la première fois, j'ai failli pleurer tellement j'étais contente de les voir. Ma mère avait l'air d'être contente quand on les a vus pour la première fois. Pour ce qui est de mon père, son visage en disait long. Son visage retransmettait de la colère et il avait clairement du mal à le cacher. D'ailleurs, mon père est sorti de la maison et il est parti. Ma mère m'a beaucoup parlé et elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas adopter mes 2 petits bébés. Elle m'a dit qu'elle va devoir en choisir un des 2. Car autrement, elle ne pourra pas s'en occuper correctement. Au début de tout ça, je comprenais pas très bien ce qu'elle voulait dire. Donc je suis resté là, à la regarder avec le cœur brisé. Car oui, moi, je ne pouvais pas subvenir aux besoins de mes bébés. Ma mère m'a alors dit qu'elle allait adopter la fille, Iris, et que malheureusement, Diego allait être adopté, mais qu'elle allait lui trouver une bonne maison. Elle me l'a assuré. Mon père, quant à lui, dans toute cette histoire, eh bien, il s'en foutait royalement. Apparemment, être grand-père, ça lui a pas réchauffé le cœur, puisqu'il est allé se réchauffer dans les bras d'une autre femme. Et d'ailleurs, de ce que j'ai appris de ma mère, il était allé se réchauffer dans les bras d'une autre femme depuis un petit moment, bien avant que je sois enceinte et que toute cette histoire arrive. Quand on m'a pris mon bébé, mon petit Diego, j'ai pleuré. J'ai pleuré, mon cœur était meurtri. J'avais l'impression que tout allait mal, que l'on m'avait arraché une partie de moi. Mais je me suis reprise pour ma fille. Je comprends le choix difficile de ma mère, mais c'est dur. Pour tout vous dire, mon amoureux ne sait pas du tout que j'étais enceinte. Et il n'est donc même pas au courant que nous avons eu des bébés. Puisque oui, il faut que je vous l'avoue, je ne l'ai pas revu après être tombée enceinte. Bref, quelques mois passent et ma petite grandit si vite. Moi, je fais toujours des allers-retours entre ma mère et mon père. Quand je vais chez mon père, tout est froid. Je ne retrouve plus le même foyer que quand mes parents étaient ensemble. Tout a changé. Et la petite amie de mon père est une vraie peste. Quand elle a l'occasion de me faire mal ou de me priver de nourriture, car je cite, t'es trop gros s'il te faut un régime, elle planque toute la nourriture. C'est impossible de prendre un truc discrètement. Je ne sais même pas où elle planque la bouffe. Pourtant, je ne suis pas grosse, je vous le jure. Le médecin dit que je suis en très bonne santé pour mon âge et que tout se passe bien. Bref, c'est là que la méchanceté a commencé à apparaître. Quand j'étais chez ma mère, j'étais contente. Quand j'étais chez mon père, c'était horrible à cause de cette femme. Un exemple, quand j'allais m'asseoir sur le canapé, eh bien elle me mettait des coups de pied pour que je descende et que je ne m'installe pas. Une fois, c'était tellement fort que je me suis fait mal et que je me suis tordu la cheville. Mon père, quant à lui, s'en foutait complètement. J'ai dû attendre de retourner chez ma mère pour qu'elle m'emmène chez le médecin. Et d'ailleurs, des blessures anodines ont commencé à apparaître sur mon corps à force d'aller chez mon père.
J'entendais tout le temps des insultes qui me rabaissaient plus que tout. J'étais triste et je ne voulais plus aller chez mon père. Puis il y a eu cette fois, et cette fois c'était vraiment la pire de toutes. Ma mère et mon père avaient décidé à l'avance que pendant les vacances, au lieu d'aller une semaine sur deux chez l'un et l'autre, j'allais passer un mois chez mon père et un mois chez ma mère. Le premier mois, je devais donc aller chez mon père. Donc j'ai pris tout ce que j'avais besoin et j'ai fait des gros câlins à ma mère et ma fille avant de les laisser. Car oui, mon père ne voulait pas du tout entendre parler de ma fille. Et puis, j'ai préféré 100 fois qu'elle reste avec ma mère que mon père et sa putain de sorcière. Pour tout vous dire, les jours que je passe chez mon père sont très durs. Et la chaleur est vraiment terrible. J'ai vraiment très chaud et mes parents ne sont pas là du tout. Heureusement pour moi, il y a de l'eau à volonté. D'ailleurs, ça me fait penser que pendant ces jours de canicule, un jour, ils étaient partis. Et ils avaient fermé la maison à clé et je me suis retrouvé dehors, dans le jardin, sans avoir à boire et pas trop de coins sombres. Puis un jour, pendant les vacances, ça faisait déjà 5-6 jours que j'étais chez eux, mon père et cette sorcière se sont mis à se disputer. Je ne savais pas pourquoi, du coup j'ai laissé couler et je me suis endormi. Au petit déjeuner, la sorcière a l'air joyeuse, ce qui n'est pas de très bon augure pour moi généralement. Cela veut dire qu'elle prévoit sûrement quelque chose. Mais je finis mon petit déjeuner et je m'en vais. Je m'occupe comme je peux et là, je vois mon père et l'autre faire ses bagages. Moi, je me dis que j'ai pas besoin de faire des bagages, j'ai pas beaucoup d'affaires ici de toute façon. Je pense même à une chose, c'est que ce serait mieux que je retourne chez ma mère. Puis là, mon père me dit qu'il a emballé mes affaires dans une petite valise pour moi. Alors là, je suis vraiment étonné d'aller avec eux. Mais bon, je suis content d'y aller avec lui. Peut-être que je vais enfin retrouver mon père comme avant. Passons un peu et tout le monde est dans la voiture. J'ai vraiment l'impression que la sorcière a pris toutes ses affaires. Car franchement, je suis coincé entre plein de valises et c'est juste horrible. Je ne peux rien faire. On prend la route et là on s'arrête devant une maison. Mon père sort de la voiture et ouvre ma porte arrière. Je descends car il faut absolument que je sorte, je me sens compressé. Là, il me prend dans ses bras, il me regarde dans les yeux et il me dit qu'il m'aime. Il commence même à me caresser un petit peu au-dessus de la tête et il me serre très fort dans ses bras. Mais il me dit aussi qu'il doit le faire, que c'est pour son bien, que autrement, cette sorcière allait le quitter. Alors là, je comprends pas du tout ce qu'il me dit. Mais bon, il prend mes affaires et il m'emmène dans une maison. Il me dit que je vais devoir rester ici et qu'il espère que quelqu'un me retrouvera. Là, il me dépose dans cette maison qui a l'air inhabitable. Il installe mes affaires et me laisse mes croquettes sur le côté. Il laisse mes jouets et ferme les rideaux. Je ne comprends pas du tout ce qui se passe, mais je sais que mon père a mal. J'aimerais le réconforter, j'aimerais lui faire des papouilles, mais il est déjà en train de partir. Il est sur le point de pleurer. Et je ne comprends pas. Les vacances que l'on va passer ensemble sont plutôt bizarres. Puis, j'entends des bruits de pas quitter la maison. J'essaye de gratter à la porte pour l'ouvrir, mais on m'a enfermé. Et du coup, c'est impossible, cette foutue porte ne s'ouvre pas. J'aboie, mais rien. Donc je prends mon mal en patience et j'attends le retour de mon père. J'attends. Ma fille me manque. Ma mère me manque. Et mon père aussi me manque. Mais je n'ai toujours pas de nouvelles de lui. Et je suis enfermé dans cette maison. Cela fait pas mal d'heures que je suis ici, et je n'ai pas de nouvelles de lui. Je décide donc d'aboyer, mais rien. Je sais qu'il fait nuit car la température a baissé, et ça fait un bien fou. Je commence à avoir un petit peu faim. Je cherche ma gamelle mais je ne la vois pas. Par contre, je vois un paquet de croquettes. Bon, je vais être sage et je vais pas en voler, car si papa arrive et me voit, eh bien je vais passer un sale quart d'heure. Donc j'attends, et j'ai soif, mais je ne vois rien. Je ne vois aucun coin d'eau. Alors je m'assois sur le sol et j'attends. Je regarde un petit peu l'environnement. Et de ce que je peux vous dire, c'est que tout a l'air abandonné. Je finis alors par m'endormir. Je me réveille et je n'ai toujours aucune nouvelle de mon père. J'espère qu'il va bien, que rien de grave ne lui est arrivé. De toute façon, il va revenir, j'en suis sûr. Peut-être qu'il m'a déposé ici et qu'il s'est perdu. Peut-être même qu'il a oublié le chemin. Peut-être qu'il a besoin de mon aide. Alors je décide de l'aider et d'aboyer pour qu'il retrouve le chemin de la maison. J'aboie comme je peux. J'aboie tellement que cela commence à me faire mal au niveau de la gorge. J'espère qu'il m'a entendu. J'espère que je l'ai aidé. Après ça, je décide de gratter sur la porte et de mordre un bout de la porte pour qu'elle s'ouvre. Et enfin, j'arrive à faire quelque chose. Je fais le tour de la maison et il n'y a rien. Cela semble vide. Il n'y a pas de meubles, rien. Donc je décide de me mettre devant la porte de la maison et attendre le retour de papa. J'ai vraiment faim et surtout, j'ai soif. Alors, pour passer le temps, eh bien, je m'endors. Je me réveille de nuit et toujours personne en vue. Je commence à me faire vraiment beaucoup de soucis pour mon père. Où est-il ? Je commence à être dépité. Puis une pensée m'a traversé l'esprit. Est-ce que papa m'aurait abandonné ? Non, c'est pas possible, mon père ne ferait pas une telle chose.
Même s'il est froid en ce moment, il a un cœur tendre. Et puis, c'est mon papa. Les alentours de cette maison me donnent la chair de poule. Tout est sombre et il y a des ombres qui bougent partout. Je commence à avoir des frissons, pas de froid, mais de pressentiment que quelque chose de grave va arriver. Mon instinct se réveille, donc je commence à aboyer. Mes poils s'irrissent et je commence à montrer les dents. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens un danger arriver. Et là, je peux voir un autre animal dans la même maison que moi. Je ne sais pas ce que c'est, mais il a l'air hostile. On se défie du regard, personne ne bouge. Personne ne veut attaquer en premier. Mais moi, je sais que s'il bouge, je dois à tout prix défendre la maison de papa, même si mes forces me quittent petit à petit. Puis au bout d'un moment, l'animal semble effrayé par de la lumière vers l'une des fenêtres. Directement, j'aboie pour avertir mon papa qu'il y a un danger dans la maison. Père a enfin dû retrouver le chemin. Je suis super contente. J'ai fait mon travail pour protéger ma maison. Et de plus, il a enfin retrouvé son chemin. La porte d'entrée s'ouvre en grand. Mais ce n'est pas mon père. C'est une personne que je ne connais pas du tout. Elle a l'air d'être gentille. Elle me tend la main pour voir si je vais venir. J'avance de quelques pas et je lui fais une petite léchouille. Elle semble heureuse. Elle me demande comment je suis arrivé ici. Elle me dit que personne ne vit ici. Que c'est une chance qu'elle soit passée un petit peu plus tôt dans la journée avec ses chiens. Et qu'elle m'ait entendu aboyer. Depuis tout le temps, elle cherchait où je pouvais être. Car oui, tout autour de la maison, il y a une énorme forêt. La gentille dame est montée à l'étage et elle a vu mes affaires. Il y avait toutes mes affaires, même s'il y en avait très peu. Elle m'a pris dans ses bras et elle m'a fait un gros câlin. Elle m'a dit que tout irait bien maintenant et qu'elle va voir ce qu'elle peut faire pour moi. Moi, je ne comprends pas tout sur le moment, étant donné que j'attends toujours impatiemment le retour de mon père. Quelques jours sont passés et cette dame m'a emmené voir un vétérinaire. À part quelques blessures et que j'étais déshydraté, tout allait bien. Ils ont réussi à récupérer un numéro de téléphone grâce à la puce que l'on m'avait mis. La dame qui m'a accueilli chez elle m'a dit que j'allais enfin pouvoir revoir ma mère. J'étais très content après ce qui s'était passé. On m'a expliqué, même si je ne comprends pas tout à fait les mots, que mon papa m'avait abandonné pour aller en vacances. Et que maintenant, je n'aurais plus du tout à aller chez mon père. Car oui, le vétérinaire qui s'est occupé de moi a vu les coupures que la sorcière me faisait quand elle était seule avec moi. Il a donc prévenu ma mère. Bien sûr, au début, le vétérinaire a directement pensé que c'était ma mère la responsable. Mais elle lui a expliqué la situation et il a directement compris. Enfin bref, moi, Daisy veut vous faire passer un message. Ce n'est pas parce que l'on ne parle pas la même langue que l'on ne communique pas comme vous, que l'on est des objets. Ce n'est pas parce que vous pensez être supérieur à nous que cela vous donne des droits surpuissants. Nous, vos animaux de compagnie, on est là dans le bonheur et dans le malheur. Donc faites-en autant. Et surtout, n'abandonnez pas vos animaux pour aller en vacances. Des vacances, ça dure quoi? 2 semaines, 3 semaines? Nous sommes là pour la vie. Et ça, ne l'oubliez pas. Daisy, Iris, Diego et plein d'autres chiens dans le monde vivent avec nous. Et voilà, c'est ainsi que se termine ce thread d'horreur. Oui, je qualifie ça de thread d'horreur, c'est pas le thread d'horreur classique qu'on a l'habitude de voir. Une femme qui est dans un train qui est harcelée par un homme, oui, bien sûr, c'est horrible. Mais là, on est également face à un thread d'horreur. Un chien qui donne tout pour sa famille et qui au final se fait abandonner par son maître. Tout ça pourquoi? Une pain-bêche? Bon, comme vous l'avez capté, tout ça c'est une fiction. C'est Arzil qui vous l'a écrit, histoire de sensibiliser un petit peu tout le monde à l'abandon des chiens et des autres animaux d'ailleurs. Là, il commence à faire chaud dehors. Et je sais qu'il y en a, ils vont préparer des vacances ou quoi. Mais là, on a 27 000 petits potes à peu près. Et vous connaissez du monde. Donc, essayez de faire le relais. Essayez de voir s'il n'y a pas des gens qui préparent des vacances et dites-leur bien. T'as pensé à ton chien, hein? Qu'est-ce qu'il va faire pendant les vacances? Essayez de sonder autour de vous. Imaginez si avec cette action, on arrive à sauver un animal de l'abandon. Et bah franchement, je serais très content. Donc voilà, moi, ma petite échelle, là, j'essaye de faire passer un message. Bon, je vais pas m'attarder non plus sur le sujet puisque c'est un petit peu sensible. Ah, je vous avoue que t'as 2 doigts de chialer, mais bon. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette histoire. Si c'est le cas, tu connais un petit pouce bleu et un abonnement. Alors pour ce premier thread d'horreur, eh bien je vais vous le faire à la première personne. Je vais carrément vous le lire directement depuis Reddit. Hello, c'est la première fois que je poste quoi que ce soit sur Reddit. J'espère que ça ne sera pas trop brouillon. Je préfère ne pas donner mon nom, puisque je serais mal à l'aise avec l'idée qu'on puisse m'identifier. Bref, mon histoire se passe à Lyon, dans un Intermarché. Il est vraiment très proche de chez moi. À peine je sors de mon bâtiment que je tombe dessus. C'est très pratique pour aller vite fait prendre de la malbouffe. Mon histoire a eu lieu il y a à peine 2 mois je pense. J'ai 16 ans et il faut savoir que j'ai toujours eu une peur bleue des hommes en général, à cause de choses qui ont pu arriver dans le passé. Mais j'essaye vraiment d'être plus légère sur le sujet.
Donc un jour, mon père me demande d'aller chercher des courses pour le soir en attendant qu'il finisse son boulot. D'habitude j'aurais rechigné, mais là je me dis que c'est un super moyen pour pouvoir aller me chercher des bonbons. Donc je vais vite fait là-bas. Je rentre à l'intérieur du magasin et je fais le tour pour trouver tout ce qu'il y a sur ma liste. Puis je me dirige vers le rayon des bonbons et là j'entends un mec crier « Trop stylé, j'ai parlé avec un New-Yorkais !» Bon, je fais pas vraiment attention quand je vois passer un homme de petite taille avec un couple de vieilles personnes qui ont l'air de sourire. Enfin, c'est ce que j'ai cru voir. Puis je vois le mec se tourner vers moi et commencer à marcher dans ma direction. Il me sourit et me répète ce qu'il avait dit plus tôt. Puis, il me tend son coude. C'est vrai que sur le moment, j'étais un petit peu dubitative. Et je lui rends son espèce de check du coude. Après ce moment bizarre, je lui demande de m'excuser parce qu'il faut que j'aille en caisse. Donc je me barre. Le truc, c'est que je me sens mal à l'aise d'avoir été réservé et mal à l'aise avec lui. Je pensais que j'étais encore un petit peu parano et que j'aurais dû lui sourire plus. Sur le moment, je suis dans l'optique de vouloir me racheter d'avoir été aussi froide. Sauf que là, qui arrive avec son pack de bière ? Eh bien, le même gars. Je me dis que je vais m'ouvrir plus à lui du coup. L'homme se remet à me parler et il devient très tactile d'ailleurs. Il me pousse presque. Il est très proche de moi et pue la bière. C'était complètement écœurant. Il continue à me parler, à rire et à se coller à moi. Au début, je vois rien de mal à ça. Pour moi, c'est juste quelqu'un de très extraverti. Puis il commence à me proposer des clopes. Je refuse bien sûr. Et à partir de là, c'est un peu parti dans tous les sens. Il commence à me dire que je suis belle. Et comme je ne sais pas comment réagir, il enchaîne en me disant que je suis humble et belle. En fait, je suis surtout mal à l'aise. Là, il se met même à me comparer à une fille. Je me rappelle plus de son nom, mais quand je lui ai dit que je ne savais pas qui c'était, il avait l'air choqué. Je me suis dit que ça devait être une star. Mais non, apparemment c'était juste son ex. À partir de là, je commence à lancer des appels à l'aide visuels à la caissière, mais elle ne réagit pas. Là, le pire c'est qu'elle commence à passer mes bonbons hyper enfantins avec ses bières à lui. Et j'ose pas lui dire qu'on n'est pas ensemble, et je vais clairement pas payer pour ses bières. Bon, j'arrive quand même avec une petite voix à sortir. On n'est pas ensemble. Elle dissocie donc les deux, mais le pire arrive. Je finis de payer mes courses et le mec me regarde droit dans les yeux et me dit « Tu m'attends ». Je paye et j'arrive. Mon sang ne fait qu'un tour et enfin sorti dehors, j'ose même pas regarder à l'intérieur. Je m'enfuis juste le plus rapide possible. Je regardais derrière moi toutes les 2 secondes pour être sûr qu'ils ne me suivent pas. Une fois rentré, même mon père s'est mis à surveiller sur notre balcon de peur qu'il m'ait suivi. Ça a été un moment très désagréable et après ça, je me sentais très sale. Enfin, tout ça pour dire que même si une personne paraît affectueuse, eh bien ça ne veut pas dire qu'il faut tout laisser passer. Voilà, on a fini avec ce premier thread. Premier truc que je note, eh bien, c'est que le père a directement cru sa fille. Je peux vous dire que ça paraît anodin, mais souvent dans les threads d'horreur, les parents ne croient pas leur enfant. Heureusement pour la fille, plus de peur que de mal. Par contre, heureusement qu'elle l'a pas attendu à la sortie du magasin. Clairement un bon move d'avoir couru. Allez, on passe au deuxième thread d'horreur. Alors pour ce deuxième thread d'horreur, c'est la même formule. Je vous lis ça tranquillement. Je me présente, je m'appelle Rose. Je suis une fille et je suis mineure. Il m'est arrivé un truc de malade. En gros, aujourd'hui, avec ma mère, c'était une journée normale. Tout commençait bien, tranquille. Avec ma mère, on a un chien. Et on a l'habitude de se répartir ses promenades une fois chacune. Et arrivé le soir, c'était à moi de le promener. J'ai pas forcément peur de base, car c'est un petit village où il y a que des vieux et très peu de jeunes. Donc je sors de chez moi et je commence à promener mon chien dans ma rue. Comme tout le temps, je suis dans une rue basse avec une église. Et juste au-dessus, il y a une autre rue. D'un coup, mon chien a commencé à contracter les muscles, à s'arrêter et surtout à montrer les crocs. Chose qu'il ne fait jamais. C'est une crème ce chien. Du coup, je regarde là où il fixe et je vois un mec avec un sweatshirt blanc en train de se faire kidnapper par des mecs habillés en noir. Ils étaient 2 et ont forcé le mec en blanc à rentrer dans la voiture. Mais ils ont vu que j'étais là. Et surtout que j'avais assisté à cette scène. Ils n'ont pas cherché à m'intimider, ils sont rentrés dans la voiture et ont continué leur route. Donc je monte dans la rue au-dessus complètement choqué. Et puis leur voiture passe, s'arrête au parc juste sur le trottoir d'en face. Je les vois dire un truc au mec et il faisait des gestes menaçants de la main. La voiture redémarre mais repart en sens inverse. J'ai eu un déclic. Je me suis dit que si je continuais le chemin où j'étais, ils allaient nous kidnapper, mon chien et moi. Alors j'ai fait demi-tour aussi. Je les ai vus redescendre dans la rue où j'habite. Alors j'ai continué sur la rue du dessus. Je les croise encore. Mais surtout, je croise le regard totalement terrifié du mec. Il avait l'air tellement apeuré que j'ai cru faire un malaise en le voyant. Et cette fois, j'ai encore fait demi-tour. Dès que j'ai été hors de leur champ de vision, j'ai pris un chemin avec des escaliers, là où leurs voitures ne peuvent pas passer. Quand je suis retourné dans ma rue, j'ai couru ultra vite jusqu'à chez moi.
Mais en fait, mon appart est accessible seulement avec 3 portes. Il y a un portail, puis ensuite on monte une série de petites marches. Là on arrive sur une deuxième porte qui donne sur l'intérieur du bâtiment. Quand on franchit cette porte, on tombe nez à nez avec l'appart de ma voisine. Ensuite on monte un dernier escalier et enfin c'est mon appartement. Mais revenons un tout petit peu en arrière. Quand je suis arrivé à mon portail, j'ai pas cherché à monter de suite. J'ai surtout cherché à me cacher. Je me suis mis à terre derrière mon portail et j'ai attendu 1 à 2 minutes avec ma mère au téléphone. Quand j'ai été sûr qu'il n'était plus dans la rue, j'ai vite monté les marches des escaliers, entré dans la deuxième porte et j'ai direct tracé à mon appart. J'ai fermé à clé et j'ai commencé à trembler. C'est juste un truc de dingue. Le village est vraiment ultra petit. Il y a quasiment que des personnes âgées dedans. Il y a vraiment pas de quoi s'inquiéter normalement. Et surtout, maintenant j'ai cette profonde culpabilité de ne pas avoir eu le réflexe de prendre des photos de la voiture ou du mec kidnappé. J'ai l'impression d'avoir tout fait de travers. Et honnêtement, je pense que je dois ma vie à mon chien. Ça s'est passé aujourd'hui à 21 h dans ces eaux-là. Et tout ce que je sais, c'est que maintenant, je ne suis plus en sécurité. J'ai ultra peur pour le mec, mais aussi pour moi. Je veux pas paraître égoïste, mais j'ai juste peur de me faire enlever parce que j'étais au mauvais endroit, au mauvais moment. Alors ouais, histoire vraiment très compliquée. Là, dites-vous bien, quand la personne écrit, ça s'est passé il y a très peu de temps. Le gars s'est fait enlever sous ses yeux il y a quelques heures. J'ai pas de nouvelles, d'ailleurs j'espère que cette fille va bien. Et pareil pour le gars dans la voiture, lui aussi j'espère qu'il va bien, même si lui il s'est fait enlever. Pour le coup, je sais pas si ça a été signalé à la police, en tout cas j'espère que oui. Mais ouais, attention, même dans un petit village, il peut se passer des trucs de fou. Bon, comme je le dis toujours, soyez pas parano non plus, mais faites attention. Allez, on passe au 3e thread d'horreur. Allez, pour ce 3e thread d'horreur, on part aux États-Unis. Mais pareil, je vais vous le lire à la première personne parce que ça fait plaisir. Avez-vous déjà été dans une maison hantée? Une de ces maisons hantées qui ouvrent dans votre ville vers le 1er octobre. Certains endroits utilisent leurs anciennes prisons ou leur ancien palais de justice pour créer une attraction touristique locale. Parfois, c'est un organisme de bienfaisance qui utilise des fonds pour compléter son budget. Vous voyez le genre. C'est rempli de fausses toiles d'araignée en coton, d'hommes portant des masques bon marché, d'un éclairage tamisé et de la terrible bouche de cris au sommet de la musique d'ambiance bon marché. Les lumières s'éteindront au hasard pour se rallumer et révéler l'un de vos slashers de films préférés, se tenant à seulement quelques mètres. Oui, ce sont de ces maisons hantées-là dont je parle. Mes amis et moi avions l'habitude d'y aller chaque année depuis le collège. Mais maintenant, je n'irai plus jamais. Au cours de ma dernière année de lycée, mon groupe d'amis a décidé que les maisons hantées locales étaient déjà toutes faites. Nous voulions quelque chose d'un petit peu plus frais, quelque chose qui nous ferait vraiment peur. Et rien de ce que nous pouvions trouver dans un rayon de 30 km ne pourrait faire l'affaire. Puis Jimmy nous a parlé du sanatorium de Stanford. C'est vrai, un sanatorium ça pourrait être cool. Cet endroit avait été utilisé comme hôpital anti-tuberculeux au début des années 1900. Une épidémie de tuberculose appelée la peste blanche a frappé la région. Ils ont donc construit un immense hôpital pour traiter tous les cas chroniques. Au cours des années 60, un nouveau médicament a été créé pour traiter la tuberculose, ce qui a rendu les sanatoriums obsolètes. Le bâtiment est resté vide pendant quelques décennies après cela. Dans les années 80, un investisseur commercial a acheté la propriété et avait l'intention de le convertir en hôtel. Mais apparemment, ça n'a pas fonctionné pour une raison ou une autre. Le sanatorium a continué à tomber en ruine et finalement, la ville en a pris possession. Ils l'ont transformé en un musée consacré à l'histoire de la peste blanche et également à l'histoire médicale de cette période. Cela a aidé à payer l'entretien, mais le budget était encore très mince. C'est alors que le commissaire municipal décide de proposer des visites hantées de l'édifice. Ça s'est avéré être un succès décent et ils ont finalement fait évoluer le concept pour que au mois d'octobre, ça devienne un manoir hanté. Ce n'était qu'à 2 heures de route de nous et cela semblait vraiment parfait. Quoi de plus effrayant qu'un immeuble où des centaines de personnes sont mortes? Nos parents étaient hésitants au début, mais on les a bien forcés. Nous quittions donc la ville tôt, faisant le tour avant même qu'il ne fasse noir, puis rentrions immédiatement à la maison. Quand nous sommes arrivés sur les lieux, le bâtiment était stupéfiant. 3 étages de briques rouges. La façade était couverte de longues passerelles et des centaines de portes étaient visibles. Chaque pièce était complètement séparée et ouverte sur l'extérieur pour fournir une meilleure ventilation que ne le permettait l'architecture de l'époque. La structure semblait solide, mais de lourdes fissures et des vignes épaisses couraient sur les côtés du bâtiment. Toute la peinture s'écaillait et ça écaillait même sur les portes. Certaines des fenêtres du dernier étage ont été brisées et laissées à découvert. Il n'y avait presque pas de voitures sur le parking.
Le soleil était encore haut dans le ciel. Qui voulait faire une visite guidée de l'hôpital hanté en plein jour? Je vous le dis maintenant, j'aurais préféré ne vraiment pas rentrer là-dedans. Jimmy, Carlos, Stephen et moi-même avons sauté de la voiture et nous avons suivi les panneaux indiquant la table d'admission. Une femme vêtue d'une tenue d'infirmière à l'ancienne s'est assise au bureau et a pris 5 $ à chacun. Puis, elle nous a glissé un bloc-notes devant nous. C'était une décharge de responsabilité. Nous avons ri et lui avons dit que nous étions mineurs et que nous étions trop jeunes pour signer ça. À ça, elle nous a regardé et elle a souri. Nous aurons besoin que vous le signiez de toute façon. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Nous avons tous ri et signé les feuilles de papier et les lui avons remises. À l'époque, on pensait que c'était juste pour donner le ton. Mais maintenant, je sais qu'elle était sérieuse. Pour vous expliquer un petit peu, eh bien la visite était autoguidée et vous pouviez aller n'importe où vous le vouliez et dans l'ordre de votre choix. Nous avons choisi de vérifier d'abord les chambres des patients, en supposant qu'il y aurait des scènes horribles. Mais nous avons rapidement été déçus. Les chambres étaient en ruine, un cadre de lit rouillé avec un matelas déchiqueté, des bassins de lit, des draps moulés et des chaises brisées jonchaient le sol. La seule chose dans ces pièces qui valait la peine de signer une décharge aurait été le risque de tétanos. Au bout d'un moment, Carlos s'est mis à dire « Les gars, c'est vraiment bidon ici. » Je lui ai alors répondu « Eh bah quoi, tu veux rentrer chez toi ?» C'est vrai qu'à première vue, ça valait vraiment pas le déplacement. Stephen a alors sorti une brochure de l'endroit de sa poche. Il l'a dépliée et il a tapoté la carte avec son majeur avec enthousiasme. On a tous baissé les yeux pour regarder. Il s'est alors exclamé « Mais les gars, les chambres ne sont qu'une partie de la visite. Au sous-sol, il y a encore un bloc opératoire et une morgue. Nous devrions vérifier cela avant de partir. » On a tous haussé les épaules et on a suivi Stephen. Il nous a alors guidés vers la cage d'escalier menant au sous-sol. Je ne sais pas combien de temps ça a duré pour aller là-bas, mais ça semblait prendre une éternité. Ce qui manquait aux chambres en décor inquiétant, eh bien le chemin vers le sous-sol le rattrapa rapidement. Une fois que nous sommes entrés dans le sous-sol, l'odeur de moisi et de pourriture nous a rempli le nez. Le bruit de l'eau qui coule résonnait dans les couloirs vides. Nous avons marché prudemment dans la pénombre, nous attendant à une ou deux frayeurs, mais une n'est jamais venue. D'une manière ou d'une autre, le manque d'horreur intentionnel a aggravé la situation. Nos pas résonnaient sur les murs carrelés recouverts de crasse, et nous pataugions parfois dans une flaque d'eau peu profonde. Aucun de nous n'a parlé. L'ambiance des niveaux souterrains s'était glissée dans nos os. Alors que nous continuions à marcher, nous pouvions voir une lumière plus brillante devant nous. On dirait que nous sommes presque au bloc opératoire. Alors, d'après ça, on peut regarder une opération chirurgicale en cours. Regardons ça. Nous avons atteint un mur de fenêtres sales et avons vu les premières personnes de toute notre journée. 2 hommes vêtus de blouses chirurgicales à l'ancienne éclaboussés de sang se tenaient au-dessus d'un corps sur la table. Leur scalpel dansait sur le torse du corps pendant que la personne convulsait. « Nous le perdons! Apportez-moi plus d'éther! Il faut le calmer !» Ça, c'est ce que l'un des hommes a crié. L'autre médecin a attrapé une bouteille et un masque respiratoire. Mais l'homme sur la table a frappé leurs mains et s'est levé d'un bond. Il s'élança vers la fenêtre et pressa son corps contre la vitre. Sa blessure avait l'air si réelle. Des taches de sang maculaient la fenêtre alors que ses organes pulsaient et poussaient hors de la cavité. « Vous devez m'aider, faites-moi sortir d'ici. Nous devons tous nous échapper. » Là, sans un mot, nous nous sommes élancés tous les 4 et nous avons couru dans le couloir aussi vite que nous le pouvions. Poussant à travers une série de doubles portes, nous sommes entrés dans une autre pièce faiblement éclairée et avons commencé à halter. Après quelques instants, nous avons commencé à rire. Putain de merde, c'était sauvage. Eh bien, ça valait la peine. Oh putain les gars, regardez les murs. Nous avons regardé autour de nous pour voir des dizaines de portes métalliques d'un quart de taille tapissant les murs. C'était la morgue. En s'approchant de l'une des portes, Carlos a demandé « Est-ce qu'on devrait regarder à l'intérieur les gars ?» Avant même que je puisse répondre, il tira sur la poignée rouillée et l'ouvrit. Se penchant dans l'obscurité pour mieux voir, il commença à parler avant qu'une paire de bras d'ivoire ne s'enroule autour de lui et ne le tire à l'intérieur. Nous nous sommes alors précipités vers la porte et l'avons ouverte. Mais personne n'était à l'intérieur. Ce n'était pas plus grand qu'un cercueil et nous ne pouvions pas voir de trappe. Nous avons alors fouillé les autres glacières une par une, appelant le nom de Carlos, mais il n'y avait aucun signe de lui. Mais qu'est-ce que c'est? Ça doit être une sorte de blague, je sais pas, il doit se foutre de notre gueule. C'est ce que Jimmy pensait. Soudain, la pièce s'emplit du bruit des mains frappant contre les portes métalliques des glacières de la morgue. En pleine panique, nous avons couru tous les 3 de la chambre et nous sommes retournés à notre voiture. En chemin, nous avons vu que l'infirmière et la table d'admission avaient disparu. Nous sommes rentrés directement à la maison et avons tout raconté à nos parents. La famille de Carlos a appelé la police pour signaler la disparition de leur fils.
Après enquête, les détectives ont rapporté que lorsqu'ils avaient pris contact avec l'organisation qui gérait le sanatorium, eh bien ils ont appris qu'ils n'ouvraient pas avant une semaine. Il n'y avait donc pas de personnel ce jour-là. Et depuis ce jour, nous n'avons pas revu notre ami. Voilà, c'est ainsi que se termine ce thread d'horreur. Alors, fiction, pas fiction, j'en sais rien, c'était pas écrit, oui, ça c'est du mytho, nanani. Vous savez, c'est un petit peu bizarre comme histoire. Mais le trafic d'organes, ça se fait pas en centre-ville, clic-clac-clouc, alors vous voulez quoi, un petit rein? Ouais, non. Forcément, c'est qu'il se passe des trucs bizarres. Donc peut-être que, effectivement, c'est vrai, j'en sais rien. Vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, j'aime bien le récit. Bon, ces 3 threads d'horreur sont maintenant finis. Si tu les as kiffés, bah hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Si t'étais pas abonné, bah fais-le, non? Alors juste avant que je commence à vous raconter le thread d'horreur, il faut savoir que déjà c'est à la première personne. Mais j'ai un petit point à vous dire, c'est que la fille qui nous raconte ça dit beaucoup de gros mots. Et vous imaginez bien qu'avec YouTube, la censure et tout, c'est pas possible. Donc je vais essayer de faire en sorte que ça soit moins grossier. Mais à la base, dites-vous bien que c'était des gros mots. Voilà, comme ça vous comprendrez. Allez, on commence tout de suite. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Clara. Tout d'abord, il faut savoir que cette histoire commence pas dans le bonheur du tout. Et malheureusement, elle ne finit pas aussi bien que l'on voudrait. Mais c'est la vie, et il faut que j'en parle à des gens. Et c'est pour cela que j'écris ce texte, c'est pour me libérer. Tout commence le jour où, malheureusement, j'enterre ma grand-mère. Ma grand-mère était quelqu'un de très gentil. Elle a toujours pris soin de moi, et cela depuis que je suis petite. Puisque ma mère, dans un premier temps, s'occupait de moi. Mais elle me laissait souvent chez ma grand-mère pour aller voir d'autres hommes. Et mon père, quant à lui, comment vous dire, je ne l'ai pas connu. Pour ce qui est de ma grand-mère, je pense que au fond d'elle, elle avait honte d'avoir une fille comme ma mère qui ne s'occupait même pas de sa fille. Et elle ne lui rendait visite que une fois ou 2 par an. Mon grand-père est mort juste 2 ans après mon arrivée dans ce monde. Autant dire que je n'ai pas trop de souvenirs de lui. Mais ma grand-mère me parlait souvent de lui. Et je peux vous le dire, je connais peut-être plus mon grand-père que ma propre mère. Ce qui est vraiment triste en soi. Ma mère, en plus d'avoir ce comportement-là, eh bien elle a des problèmes au niveau de l'alcool. Ce qui fait qu'elle cherche constamment de l'argent. Et la première chose que j'ai entendue quand je lui ai dit que sa mère, du coup ma grand-mère, était décédée, eh bien la première chose qu'elle a fait, c'est de me parler d'argent et d'héritage. Ce qui est vraiment dégueulasse, on est d'accord. Moi j'étais à bout et elle au téléphone me prenait la tête pour de l'argent. Ma première pensée fut qu'elle n'ait pas de cœur. La deuxième pensée était qu'il faudrait mieux qu'elle ne vienne pas à l'enterrement. Mais qui je suis pour dire comment chacun doit affronter un deuil? Personne. Donc je lui ai communiqué où grand-mère allait être enterrée. J'ai essayé de passer outre le fait qu'elle me harcelait pour savoir si le notaire m'avait contacté. Pour vous dire, pendant tout ce temps, c'est-à-dire de l'annonce de la mort de ma grand-mère et de l'enterrement, j'ai eu plus de contact avec ma mère que lors de mes 25 ans. Oui, elle me harcelait tellement pour parler d'argent. Moi, j'étais au fond, je pleurais tout le temps. Je ne lui ai pas répondu une seule fois. Je ne savais même pas quoi répondre. De plus, je ne savais pas si grand-mère avait un héritage. Et cela m'importait peu à vrai dire. Tout ce que je voulais à ce moment-là, c'est que ma grand-mère revienne. Et qu'elle me cuisine des bons petits plats. Et qu'elle me dise que tout ira bien. Qu'elle sera toujours là pour moi. Qu'elle sera là quand quelqu'un me brisera le cœur. Et que peu importe mes choix, elle me soutiendra. Que quoi qu'elle arrive, elle assisterait à mon mariage plus tard. Et qu'elle verrait ses arrière-petits-enfants. Hélas, tout ça je ne pourrai plus l'entendre de sa bouche. Elle va vraiment me manquer maintenant qu'elle est partie. Le jour J arrive et je suis dans tous mes états. Je peux vous dire que je suis seul au monde et c'est compliqué. Car je n'ai pas vraiment d'amis. À part peut-être sur internet, mais c'est tout. Je ne sors pas tant que ça, et franchement je n'en vois plus la nécessité. Je suis bien dans ma petite bulle. Tout ceci est très dur, et j'ai décidé de ne pas me laisser aller. Puisque oui, il y a Tony, mon chien qui a besoin de moi. Pardon, j'ai oublié de le présenter. Tony, mon chien, c'est comme mon enfant. C'est la prunelle de mes yeux. Et pour vous dire, si quelqu'un y touche ou lui fait du mal, malheureusement pour la personne, je ne serai pas très sympathique. Oh oui, je peux vous l'assurer, je lui ferai du mal. On touche pas à ma petite bouboule de poil. Bref, je m'égare un peu, excusez-moi de tout ceci. C'est très compliqué pour moi d'expliquer ça avec des mots. On est le jour où j'enterre ma grand-mère. Je mets donc une robe noire. Je me dirige vers l'entrée de la maison, je l'ouvre et je découvre ma mère qui allait frapper à la porte. Comment vous dire sans que ça soit méchant que cette gourgandine porte du blanc? Non mais sérieusement, elle a aucun respect pour sa propre mère. Franchement, j'ai honte de cette femme qui s'en fout de tout. Pour tout vous dire, la première chose qu'elle m'a dit c'est « Ah, mais t'es encore ici toi? Je pensais que tu serais déjà parti. Je t'ai laissé 2-3 jours pour prendre tes affaires. »
À ce moment-là, je comprends pas du tout ce qu'elle me raconte. Et je me dis qu'elle a dû boire un petit coup. Et effectivement, vu l'odeur, elle est complètement ivre. Elle me sort que vu qu'elle est sa fille, la maison où je vis lui appartient maintenant. Qu'elle a pas besoin d'un notaire pour ça ou un truc comme ça car elle divague. Bref, je lui dis que je suis sur le point d'aller à l'enterrement et que l'on verra ce qu'elle débite un petit peu plus tard. Car là, j'ai clairement pas le temps pour ça. Là, elle commence à s'énerver et crier. Pour tout vous dire, j'en ai un petit peu l'habitude. Car elle est comme ça. Grand-mère l'avait au téléphone et on pouvait l'entendre crier des choses incohérentes à l'autre bout du fil. Donc je laisse couler, je ferme la porte de la maison et je me dirige vers ma voiture. Une fois dedans, je démarre en direction du cimetière. Alors là, vous pourrez vous dire que je suis une personne qui s'en fout de sa génitrice. Et vous avez complètement raison. J'ai d'autres choses à gérer qu'une petite canaille qui pense qu'à sa gueule. Ah oui, d'ailleurs j'ai oublié de vous dire quelque chose. J'ai emmené Tony avec moi à l'enterrement pour qu'il lui dise une dernière fois au revoir. Et surtout, pour qu'il me donne un petit peu de force. Pendant tout le trajet, j'ai pleuré et Tony a essayé de m'aider. Mais une pensée m'est venue pendant la route. Et je me suis dit, ça y est, il n'y a plus de retour en arrière. Grand-mère est vraiment morte. Je ne la reverrai plus. Arrivé sur le parking de la cérémonie, il y a quelques voitures. Je fais descendre Tony et je le serre dans mes bras. Je veux qu'il me donne du courage pour affronter tout ce monde. On avance alors dans le cimetière et pas mal de monde est déjà sur place. J'ai contacté la plupart des gens que ma grand-mère aimait bien et tout le monde me présente ses condoléances. La plupart, je les ai déjà vus de loin. Mais je ne les connais pas personnellement. Et puis il y en a que je connais très bien, car ils étaient proches de ma grand-mère et 2-3 personnes que je ne connais pas du tout. Mais ça doit sûrement être des personnes qu'elle connaissait et que d'autres personnes ont prévenu. Bref, la cérémonie commence et au milieu de cette cérémonie, cette femme qui veut se faire appeler mère arrive avec un bordel monumental. En plus de ça, il y a un homme avec elle. Et celui qui l'accompagne est lui aussi totalement ivre. Après quelques minutes, les deux ivrognes se taisent, puisque des gens sont intervenus pour leur dire que c'était un lieu de repos et qu'il faut être calme. Bref, la cérémonie s'est finie et tout le monde est parti. Il ne reste que Tony et moi sur la tombe de grand-mère. Et on pleure. Même Tony semble comprendre et il couine à mes côtés. Après quelques heures à être resté comme ça, le concierge du cimetière arrive et m'a sorti de ma tristesse un moment pour me dire qu'ils vont malheureusement devoir fermer les portes. Il me dit que si jamais j'ai besoin de revenir, c'est ouvert de 8h à midi et de 13h30 à 20h. Après m'être excusé, j'ai vu qu'il se dirigeait vers quelqu'un d'autre dans le fond. Pour tout vous dire, je n'avais même pas fait attention à cette personne. Je n'avais même pas remarqué qu'il y avait quelqu'un d'autre ici. Je me dis que ça doit être quelqu'un qui tient énormément à grand-mère. Je rentre dans la voiture et je regarde dans le rétro. Je suis vraiment horrible à regarder. Mais je m'en fous complètement de mon aspect à vrai dire. On dirait une morte vivante qui vient de sortir de terre. Je conduis jusqu'à la maison. Et depuis le cimetière, il fait nuit. Donc je conduis très doucement. Quand j'arrive chez moi, tout va mal. J'aurais voulu que grand-mère m'attende. Mais bon, ce n'est pas le cas. Et je décide qu'il est temps de se reprendre. Pour Tony en tout cas. Il doit ressentir ce que je ressens, et c'est pas bon pour lui. Je décide donc de me mettre de bonnes claques dans la figure. Je décide de sourire à Tony et de le prendre dans mes bras. Je lui dis que maintenant on est tous les deux, mais on va s'en sortir. On s'en est toujours sorti. Je décide de sortir de la voiture et au moment où j'entre dans la maison, j'entends quelqu'un qui m'interpelle. J'ai même pas besoin de me retourner pour savoir à qui appartient cette voix. C'est celle de ma connasse de mère. Et je vous passe quelques détails où elle me prend la tête pour me prendre les clés des mains. Au bout d'un moment, j'en suis même venu à me réfugier dans la maison car elle commençait à balancer des bouteilles de verre sur la maison et vers moi. J'ai alors appelé la police qui l'ont emmené dégrisé en cellule. Après cet incident, je décide alors d'aller vérifier que toutes les portes et fenêtres soient fermées. Une fois que c'est fait, je décide d'aller prendre un bon petit bain. Je veux me détendre et pour avoir un petit peu de compagnie, je ne ferme pas la porte de la salle de bain. Je laisse Tony à l'entrée de la pièce. Et puis je lui parle pour ne pas déprimer toute seule dans mon bain. J'essaye d'être positive et lui décrire ce que l'on va pouvoir faire à l'avenir. Il a l'air plutôt content que je lui parle de l'avenir que l'on aura tous les deux. À un moment donné, je finis mon bain et je commence un petit peu à avoir faim. J'ai pas mangé de la journée. Et j'ai oublié, mais Tony non plus. Je serre alors mon chien dans mes bras et je lui dis que je suis désolé. J'ai pas pensé à lui et je me précipite en bas pour aller lui donner une grosse pâtée pour me faire pardonner. Pendant que je donne à manger à Tony, j'ai l'impression que quelque chose est tombé au sol, mais je n'y fais pas trop attention. Je me dis que ça doit être mon imagination. Je me fais alors un petit sandwich. Mais je grignote plus qu'autre chose. J'ai l'impression que je vais vomir si je mange trop. Donc je ne mange que la moitié de mon sandwich. Je décide d'aller dormir. Tony vient avec moi. Mais il est bizarre. Il a les oreilles relevées en permanence. À ce moment-là, j'ai qu'une seule envie.
c'est d'aller dormir. Donc je le réconforte un petit peu et je me dis qu'il doit sûrement chercher grand-mère, mais que malheureusement, il ne pourra plus la voir. Je lui promets alors que cette semaine je l'emmènerai au cimetière pour qu'il la voie de temps en temps. On monte tous les deux dans ma chambre et on se met dans le lit. Et là, je tombe de fatigue. Mais quelque chose m'a réveillé dans la nuit. Tony aboie en face de la porte. Il y a une silhouette qui se tient juste en face de la porte qui n'est pas fermée. Cette ombre semble s'arrêter au pied de la porte car Tony aboie de plus en plus fort. Cette silhouette s'aperçoit que je suis réveillé et essaye de partir en courant. Mais Tony se met à lui courir après. Vu que mon chien a commencé à courir, je me suis vraiment mis à réaliser que quelqu'un était dans ma maison. Mais surtout, je ne veux pas qu'il arrive quelque chose à mon chien. Je me précipite alors hors du lit. Et là, j'entends un hurlement. C'est vraiment un hurlement de terreur pour moi. Et ça me met hors de moi. Tony est en train de crier avec effroi. Je me mets alors dans une rage folle. Je ne cherche même pas à me protéger moi, mais Tony. Je ne sais pas où est cette personne. Mais je rentre directement dans la cuisine et j'attrape un gros couteau de cuisine. Je peux entendre Tony hurler et couiner. Donc je me dirige vers lui et là, malheureusement, je vois du sang. Je panique et je commence à pleurer et à perdre mes moyens. Quand je le trouve, il est sur le côté avec une plaie au niveau du ventre. J'essaye alors de prendre quelque chose ici et là pour lui comprimer la blessure. Je ne sais pas d'où j'ai sorti cette force, mais j'ai porté Tony et je me suis dirigé vers la voiture. J'ai déposé Tony dedans et je me suis rendu compte que je n'avais pas mon portefeuille avec moi. Je rentre de nouveau dans la maison, oubliant totalement qu'il y a quelqu'un dedans. La chose primordiale à faire maintenant, c'est de sauver Tony. Je monte dans ma chambre et va directement dans le tiroir. Je prends mon portefeuille et descends en bas, et une silhouette me barre la route. Je cherche pas à comprendre, je cours vers le salon où j'ai déposé mon couteau. Je le prends et une force qui m'habite est venue me prêter main forte. J'ai foncé droit sur cette personne qui était devant moi. Et cette personne qui manifestement ne me pensait pas capable de le planter. Et ce qu'il ne sait pas, ce con, c'est qu'il ne faut pas toucher à mon toutou. Je suis arrivé devant lui et je l'ai planté 2 fois. Le mec s'est alors écroulé au sol et il m'a crié qu'il avait mal. Je lui ai alors dit qu'il avait ce qu'il méritait. Le gars m'a alors supplié pour que je l'emmène à l'hôpital. Je lui ai donc rigolé au nez et je lui ai dit qu'il n'avait qu'à crever. J'ai alors décidé d'aller chercher quelque chose pour l'attacher bien fermement dans la maison. Après ça, je suis sorti en courant et j'ai fermé à clé. À cause de ça, j'ai perdu un petit peu de temps. Et la première chose à faire, c'est d'aller sauver Tony. Pendant que je conduis, je parle à Tony pour qu'il puisse m'entendre. Je ne veux pas qu'il s'endorme comme grand-mère. J'ai prié n'importe quel dieu pour qu'il survive. Je ne supporterai pas une perte de plus en si peu de temps. En même temps, j'appelle la police pour l'intrus qui est dans ma maison. Je leur indique la clé de secours dans un pot de fleurs pour qu'ils récupèrent l'autre Gugus. Au bout du téléphone, les policiers ont l'air sidérés de ce que je leur raconte. Je leur dis que je ne viendrai qu'une fois que j'aurai déposé Tony aux urgences pour chien. Arrivé aux urgences, Tony est directement pris en charge. Et j'ai dû attendre pas mal de temps avant que l'on me demande de venir dans une salle pour attendre le veto qu'il a pris en charge. J'attends. Et j'attends encore ce qui semble être une éternité. Un homme arrive et malheureusement, il a la mine dépitée. Je commence à pleurer de tout mon cœur car je pense au pire. Le vétérinaire me regarde et il ne dit toujours rien. Il se rapproche de moi et me pose une main sur l'épaule. Il me demande alors si je vais bien. Je lui réponds que non, pas du tout. Je ne peux pas avoir perdu ma grand-mère et mon chien en si peu de temps. Le vétérinaire a l'air vraiment mal à l'aise. Mais il me dit que Tony n'est pas mort, qu'il va vivre et qu'ils ont pu le sauver et qu'il a juste besoin de beaucoup de repos. Après cette intervention, je ne pourrai pas le récupérer de suite. Sauf que là, je me mets à pleurer de plus belle en fait. Mon cœur est soulagé. Je reprends mes esprits et après quelques temps, un coup de téléphone des policiers me fait repenser à toute cette histoire. Je suis attendu au poste de police pour m'expliquer sur la situation. Ils me disent que si je ne suis pas présente dans 2 heures, eh bien il y aura un mandat d'arrêt à mon encontre et que je serai poursuivi pour tentative de meurtre. Là, la douche froide commence vraiment à tomber. Et directement après être sorti du vétérinaire, je pars en direction du poste de police. Arrivé là-bas, une dame m'accueille et m'envoie dans une salle où il y a 2 policiers qui viennent. En gros, je leur explique les choses. Ils ont l'air de me croire à moitié. De ce que j'ai pu comprendre, ils ont eu un mandat pour aller fouiller ma maison. Après une enquête et des heures infernales en salle d'interrogatoire, ils ont enfin pu découvrir des choses horribles. L'homme qui est rentré dans la maison de ma grand-mère est en fait le petit ami de ma de mère. En fait, ils avaient commencé à monter un plan. Ils avaient prévu de prendre en otage Tony pour me faire abandonner la maison. Mais malheureusement, ma mère avait été en cellule plus tôt. Donc l'homme a décidé d'y aller tout seul. Et une fois dans la maison, il a planté Tony. Toute cette affaire s'est passée il y a 2 mois.
Et j'arrive toujours pas à me dire qu'une mère peut être aussi folle et s'en battre les couilles de sa fille au point de vouloir lui faire du mal. Au niveau de l'enquête, il a été prouvé que ma mère et son mec étaient complices et qu'ils avaient tout prévu. Ma mère et son copain ont été incarcérés et ils ont tous les deux une ordonnance de non-approchement. Ils ne doivent pas s'approcher de moi. Par contre, pour ce qui est du procès global, eh bien il n'a toujours pas eu lieu. Au niveau de l'héritage, ma grand-mère m'a en fait tout légué et n'a rien donné à ma mère. J'espère que cela ne va pas aggraver les choses si la justice décide de les libérer. Pour ce qui est de Tony, il vit maintenant une très belle vie et il est de nouveau sur pied. D'ailleurs, j'ai eu pas mal de frayeurs car sa plaie s'était infectée. Mais le vétérinaire qui s'en était occupé l'a eu de nouveau et il l'a pris en charge et ça n'a pas dégénéré. Voilà, c'était une longue histoire, mais c'était mon histoire et je devais vous la partager. Et moi, Delcor, je devais aussi vous la partager. Voilà, c'est clair que je devais vous la partager. Alors oui, je sais, hein, souvent quand il y a un chien, forcément, je vais pas vous mentir que ça m'attire un petit peu plus. C'est vrai que des fois je suis un petit peu biaisé sur les histoires, hein, on va pas se mentir. J'en suis totalement conscient, hein, faut pas nanani. Hein. Bon, je sais pas ce que vous avez pensé de cette histoire, si vous l'avez kiffé, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est un petit pouce bleu et un abonnement. N'hésite pas à m'écrire en commentaire là, ça fait toujours plaisir. Et là, t'as le petit Insta. Allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes.